Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu, c'est un petit nouveau jingle qui commence, une musique différente. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent et qui sont un peu plus techniques. Et je suis très content parce que d'habitude, dans les podcasts, je vais inviter des gens, on va parler un peu de choses plus générales, on va parler de l'invité, de ce qu'il a fait dans la vie, de ses accomplissements, ses échecs, un peu comme les podcasts habituellement qui divertissent. Mais j'aimerais vraiment que Héritage y ait aussi parmi les épisodes qui se soient plus courts, plus condensés, mais avec vraiment des choses plus factuelles. Donc, dans ce fait-là, j'ai décidé de faire, à partir de maintenant, je vais essayer d'en faire un chaque semaine, voire chaque 2 semaines, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de préparation. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que vous allez écouter dans les prochaines minutes. Donc le format est un peu différent. Aujourd'hui, je vous parle des pays émergents et la Chine en particulier. Donc j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées, il y a des choses que j'ai gardées le plus pertinent pour que vous puissiez faire des choix éclairés. Ce qu'il faut comprendre, j'en parlerai plus longuement sous peu, dans des prochaines capsules, c'est que quand vous voulez investir en bourse et que vous voulez vous bâtir un portefeuille, il n'y a pas 1001 choix. Que vous ayez avec X banques, avec X conseillers, avec des banques privées, des family office, il n'y a pas 1000 choix. Vous avez le secteur américain, le S&P 500, qui est le secteur qui fonctionne, on va dire, le mieux depuis plusieurs décennies. Et dans ce S&P 500-là, enfin dans les États-Unis, vous avez le total market, donc la totalité du marché américain. Vous pouvez aussi aller un peu plus précis avec le S&P 500. Vous pouvez encore être beaucoup plus petit que les 500 plus grandes entreprises avec le Nasdaq qui est 100 entreprises. Après, vous avez le Russell qui est là aussi avec d'autres quelques dizaines de compagnies. Donc, il y a plusieurs indices comme ça, plusieurs fonds qui regroupent des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de compagnies. Donc, ça, c'est le total market. Ensuite, on va être exposé au marché canadien, que ce soit les grandes capitalisations boursières, donc les large cap comme on va les appeler, ou les small cap qui vont être des plus petites entreprises également cotées en bourse sur le marché boursier, donc pas des entreprises privées mais des entreprises publiques. Au Canada, vous avez le TSX 60, donc qui est 60 entreprises, mais vous pouvez aussi aller dans la totalité du marché canadien avec plusieurs centaines d'entreprises. Après ça, pour se bâtir un portefeuille, vous choisissez vos pondérations. On a donc les États-Unis, comme je vous ai dit, on a le Canada, on peut aller vers les pays internationaux. On parle de quoi? La France avec le CAC 40, l'Allemagne avec le DAX, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, le Japon, ce genre de pays internationaux et européens. Et ensuite, dans cette pondération-là, vous avez d'autres choix qui sont les pays émergents. Ce que je vous parle aujourd'hui est de la Chine. Là aussi, donc là on parle, je vais vous l'expliquer tantôt plus en détail, donc je passe ça. Ensuite, vous pouvez choisir pour bâtir votre portefeuille des secteurs en particulier, donc non pas des secteurs géographiques, mais des secteurs d'emploi ou des secteurs plus techniques. Je m'explique, le secteur technologique, le secteur agricole, le secteur minier, on en a plein. On en a des dizaines et des dizaines de secteurs. J'en ai partagé la fois passée le secteur de la cybersécurité, donc toutes des compagnies en cybersécurité mondiale. Donc vous pouvez avoir un marché qui a un FNB qui veut cibler des compagnies partout dans le monde en cybersécurité, comme vous pouvez avoir des compagnies pétrolières mondiales ou des compagnies pétrolières seulement au Canada, comme XEG, qui est le secteur énergétique, mais canadien exclusivement. Vous avez aussi XIT, qui est le secteur technologique exclusivement canadien, mais vous pouvez avoir le secteur technologique mondial également. Donc, il y a plein de secteurs et ça aussi, vous pouvez pondérer votre portefeuille avec des secteurs en particulier. Et ensuite, vous pouvez avoir de la crypto-monnaie et des compagnies individuelles. Donc là, j'achète du Apple, du Amazon, du Tesla. Il y a des règles de base à respecter avant de se bâtir un portefeuille. Je ne peux pas mettre, habituellement, là je vous parle des règles qu'on apprend à l'école, je ne vais pas mettre 50% dans une seule compagnie, même si c'est Apple, même si c'est Microsoft. Tout comme je ne mettrai pas 50% et plus dans un secteur en particulier. Je vais mettre 50% dans les biens de consommation. Ok, mais si ça chute, pendant combien de temps? Parce qu'il y a des secteurs qui sont différents du marché. Il y a des secteurs qui peuvent plonger pendant des années et des années. Donc le coût d'opportunité que votre argent il stagne là versus votre argent qui fait du rendement dans d'autres entreprises, il est énorme. Donc sans plus tarder,
Aujourd'hui, je vous parle des marchés émergents pour voir est-ce que vous voulez en ajouter dans votre portefeuille. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez vous bâtir un portefeuille, j'ai une formation exprès pour ça qui s'appelle Construire son portefeuille. Vous avez ensuite une consultation privée que vous pouvez prendre avec moi si vous voulez qu'on se challenge un petit peu et que je regarde votre portefeuille. N'oubliez pas, quand on se bâtit un portefeuille, c'est pour une longue période de temps. C'est le temps qui va jouer en notre faveur pour l'intérêt composé. Donc, investissez en vous. Si ce n'est pas avec moi, ne me dérange pas. J'aimerais mieux que ce soit avec moi, mais asseyez-vous avec un conseiller, avec un planificateur financier. Ne vous asseyez pas avec quelqu'un qui ne fait pas ça ou qui a juste quelques petites actions ou qui a eu 2-3 coups de chance. Prenez, investissez en vous et ayez les bonnes réponses pour votre profil et non pas le profil du voisin. Sans plus tarder, voici la petite capsule sur les pays émergents et la Chine. J'espère que ce format vous plaira et on se voit très bientôt. Ceci n'est pas un conseil d'investissement et cette capsule vous est présentée par Héritage et la Minute Finance. On peut investir au Canada, aux États-Unis, en Europe, mais est-ce que tu aurais pensé investir dans des pays qui visent une croissance accélérée? Aujourd'hui, on parle des pays émergents. Alors, c'est quoi les pays émergents? C'est un pays qui n'est plus pauvre, mais qui n'est pas encore considéré comme riche. En gros, c'est comme entre les deux. On parle ici de la Chine, de l'Inde, du Brésil, du Mexique, de l'Afrique du Sud, etc. En fait, ces pays ont souvent une forte croissance économique, une population qui est assez jeune et un développement rapide. Mais, comme vous en doutez, il y a un mais, il y a aussi plus de risques politiques et économiques. Alors pourquoi investir là-dedans? C'est simple, parce que ces pays, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce chemin-là, c'est ça qui peut rapporter. Les entreprises là-bas explosent leur croissance, les populations consomment de plus en plus. En fait, c'est comme investir dans l'économie des États-Unis, mais peut-être 20 ans à l'avance. Le plus simple pour investir dans les pays émergents, c'est de le faire avec des FNB. Un FNB, c'est quoi? C'est un fonds négocié en bourse. Donc, c'est un fonds qui va englober plusieurs pays émergents et plusieurs entreprises de ces pays émergents. Aujourd'hui, je vous parle du plus populaire qui s'appelle XEC. Il couvre des milliers d'entreprises de pays émergents. Depuis la création de XEC, en 2013, le fonds génère 6% année après année. Par contre, dans la dernière année, le fonds a fait 13,70%. Donc, on s'attend à une croissance. Est-ce que c'est en ce moment l'explosion des pays émergents? Outre ça, le fonds génère des dividendes, environ 2,3% de dividendes. C'est-à-dire, si vous aviez 100 000 $ investis dans XEC, dans les pays émergents, eh bien, vous feriez 2 300 $ de dividendes annuellement. Les frais de gestion sont assez bas, on parle de 0,28% de frais, ce qui est assez bas quand on compare avec des frais de gestion de 1,5 ou 2%. Ce qui est surprenant, c'est qu'environ 25% du fonds, ce sont des compagnies technologiques, 20% du fonds, ce sont des compagnies financières, et environ 12%, c'est des biens de consommation discrétionnaires. La Chine compose 25% de ce fonds négocié en bourse-là, suivi de 19% par l'Inde, 19% de Taïwan. On a la Corée du Sud avec 11% et le Brésil avec à peu près 5%. Comme vous l'avez entendu, c'est impossible de parler des pays émergents sans parler de la Chine, qui compose 25% des pays émergents. La Chine veut atteindre 5% de croissance du PIB. Alors, c'est énorme versus le Canada ou les États-Unis qui visent 2 à 3% du PIB. PIB, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut. En fait, c'est la valeur totale de tout ce qu'un pays produit en biens et services. Donc ça, c'est pendant une année. Et par exemple, si la Chine produit des téléphones, ça entre dans le PIB. Si elle vend des voitures, des billets d'avion, si elle fait pousser du riz, tout ça, c'est compté. En fait, le PIB, c'est un peu comme un bulletin d'un pays, un résumé du pays. Si le PIB augmente, l'économie est en bonne santé en général. Et si le PIB stagne ou est en baisse, l'économie ralentit. La population actuelle de la Chine est d'environ 1,41 milliard, mais elle est en déclin depuis 2022 et ils s'attendent à ce que la population baissera à 1,3 milliard d'ici 2035. Alors ça peut paraître intéressant, mais tout n'est pas si rose que ça. La population vieillit vite et il y a de moins en moins de jeunes. Les fonds de pension, ils pourraient manquer d'argent d'ici 2035. Les problèmes, c'est que le taux de natalité y est au plus bas, l'âge de la retraite y est très jeune, on parle d'à peu près 60 ans, et l'incitation pour les jeunes à avoir des enfants est très faible également. L'immobilier est dans le trouble, on a vu avec des géants comme Evergrande qui sont en faillite. Et
En plus, on ne se le cachera pas, il y a toujours des tensions avec Taïwan, les États-Unis, les droits humains. Bref, la Chine, c'est un gros joueur, mais investir en Chine, il y a des risques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transformation de la Chine. Avant, c'était, on va le dire, l'usine du monde. Elle fabriquait tout, les téléphones, les meubles, les vêtements, et elle exportait tout partout, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Aujourd'hui, la Chine a changé un petit peu. Elle veut devenir une économie qui tourne grâce à sa propre population. Par exemple, la consommation des ménages, ça représente 39% du PIB. Dans les pays riches, c'est 54% en moyenne. Donc, il y a de la marge. Ça veut dire que les gens vont consommer encore plus dans leur propre pays plutôt que de l'exportation. C'est ce que la Chine vise. Le gouvernement donc pousse les gens à consommer, il augmente les salaires, il améliore l'accès aux soins, il améliore l'accès au crédit et donne des incitatifs fiscaux. Et je vais donner un chiffre qui montre à quel point la Chine reste centrale. Elle est numéro 1 dans le classement mondial de la confiance des investisseurs étrangers. Ça s'appelle le FDI, donc Foreign Direct Investment. Elle devance même les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Brésil et l'Inde. Alors ça veut dire quoi ça, le FDI? Ça veut dire que malgré tous les défis, la démographie, l'immobilier, les tensions politiques, les investisseurs du monde entier continuent de croire au potentiel économique de la Chine. Et côté investissement, si tu veux miser sur cette transition, tu peux regarder un FNB comme XCH qui est plus axé sur la Chine directement. Alors nous, au Canada, on a le TSX 60, les 60 meilleures compagnies. Les États-Unis ont le S&P 500 avec les 500 meilleures compagnies. La France a le CAC 40 avec les 40 meilleures compagnies. En Chine, ils ont le China 50, donc les 50 meilleures compagnies en Chine. Et tu peux acheter cet indice-là, en fait, le fonds qui recopie l'indice qui s'appelle donc XCH. Alors XCH a été créé en 2010. Au niveau des rendements depuis sa création, on tourne dans les 3%. C'est pas fameux. Par contre, quelque chose à prendre en considération, c'est que dans la dernière année, on est à plus de 40%. Un peu comme les pays émergents. Est-ce que 2025 serait l'année où la Chine explose pour de vrai? Donc le fonds est composé de 50 compagnies et 30% des compagnies sont dans la consommation discrétionnaire, 30% en finance, 17% en télécommunications et 9% en technologie. Je dirais qu'avec ce fonds-là, ce qui me chicote un petit peu plus, c'est les frais de gestion qui sont aux alentours des 0,86%. Si on fait une petite simulation pour les frais de gestion, si j'investis 5 000 par année à 6% de rendement pendant 25 ans, si je choisis les pays émergents à 0,28% de frais, ça me donnerait 283 000. Si par contre, j'ai des frais de gestion de 0,86, eh bien là, j'aurais 258 000 qui représentent 25 000 $ en moins. Donc, les frais de gestion sont quand même très importants. Après, est-ce qu'on peut aller directement dans les pays émergents? Est-ce qu'on veut seulement viser la Chine? C'est à vous de savoir. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse d'un FNB ou d'une action. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit très bientôt.